Bienvenue dans Au-delà des performances, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs et dirigeants pour partager sans filtre leur réalité au quotidien. Je suis Carole Messonnier, naturopathe, et dans chaque épisode, je vous invite à découvrir des parcours de femmes et d'hommes engagés à travers des échanges vrais, humains, autour des difficultés qu'ils ont rencontrées et de la manière dont ils ont trouvé leur propre équilibre à leur façon. Un nouvel épisode vous attend tous les 15 jours et si ces conversations vous plaisent, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles pour soutenir le podcast. Aujourd'hui, je reçois Aline Destaya, ancienne directrice de Case Academy. Et honnêtement, cet épisode, je l'ai adoré. On a enregistré pendant plus d'1 heure et aujourd'hui, pratiquement sans montage, je vous livre l'épisode parce que c'était tellement fluide et vrai que j'avais pas envie d'enlever une seule phrase. Aline nous y partage avec énormément de sincérité son parcours, son départ de Case Academy et tout ce que ça a impliqué pour elle. Tout stopper du jour au lendemain, la difficulté d'arrêter quand on s'est construit à travers son entreprise et l'importance de la transmission et des valeurs. On y parle également d'équilibre pro-perso, de loyauté, de responsabilité et de ce que ça fait de porter une équipe et des familles derrière soi. Un échange authentique que j'espère vous ressentirez autant que moi. Bonne écoute! Bonjour Aline. Bonjour. Bienvenue dans le podcast. Merci. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter? Oui, alors je m'appelle Aline Destaya, j'ai 51 ans, presque 52 ans. Et j'étais l'heureuse dirigeante du groupe Case, voilà, dont le siège est à Montpellier. Donc toi, tu as vendu assez récemment. Qu'est-ce qui t'a décidé à vendre maintenant? Plein de choses, un facteur pro et un facteur perso. Le facteur perso, c'est l'envie irrésistible d'avoir du temps. Mon mari a fait un AVC, enfin voilà, c'était un peu compliqué. Ça a remis en cause beaucoup de choses, ça a bouleversé beaucoup de choses, même si aujourd'hui il va très bien, hein, mais j'avais envie d'avoir du temps. La deuxième chose, c'est que professionnellement, on était arrivé à une taille que j'estimais presque trop grande pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je m'amusais plus vraiment. Parce que ce métier de l'éducation que j'avais choisi, finalement, je m'en étais éloignée pour un métier qui était du pilotage, de la gestion, voilà. Et ça, j'avais toujours un peu de regret, mais voilà. Et puis, la conscience que j'étais arrivée à mes limites, en fait, je pense. Je sentais bien que je m'agaçais de plus en plus. Ça me demandait un effort terrible d'être certaine de prendre la bonne décision. Alors, on n'est jamais certain, mais ça me demandait vraiment beaucoup de temps, d'attention. Voilà, j'étais obligée de me former en permanence. Et je crois que j'étais plus prête à cet effort-là parce que j'avais l'intime conviction que je pouvais me tromper et que mon erreur pouvait mettre en péril plein de gens, quoi. Voilà, on avait, je sais pas, 190 salariés. Enfin, je me disais: «Mince, là, c'est un peu lourd pour moi» et j'étais à peu près certaine qu'il y avait des gens qui feraient mieux que moi. Enfin, voilà, ça, j'en étais à peu près sûre. Et c'est pas grave, hein, enfin voilà, à un moment, il faut juste accepter ça, enfin c'est pas très grave, hein, on se fait un tout petit peu mal à l'ego au début en se disant: «Ah mince quand même, bon». Et puis finalement, on se dit: «Mais c'est pas grave, hein». Ce qui était très important pour moi, c'est que l'entreprise, nous survive et bien longtemps. Ça, c'était vraiment important. L'idée qu'elle puisse fonctionner mieux, plus longtemps, que les gens ils soient heureux, tout ça, enfin ça, c'était vraiment un truc super important, même si je savais que j'allais me faire mal. J'étais sûre que j'allais me faire mal, hein, parce que c'est comme si on m'amputait des 2 jambes et des 2 bras en même temps. Et en même temps, c'était plus important que moi, quoi. Voilà, je voulais absolument. Je voyais plein de pistes aussi. Bon, je savais, hein, que le groupe qui s'appelle Collège de Paris, donc qui a racheté l'entreprise. Je voyais aussi leurs forces, leur capacité à mutualiser des services, leur capacité à faire des choses. Moi, j'étais pas prête à le faire tant que j'étais là. Enfin, c'était compliqué pour moi. C'est ça que tu as préféré sortir complètement? Il fallait sortir complètement et j'ai été tellement pas courageuse parce que vraiment j'ai manqué de courage, que j'ai annoncé que je partais un soir et je ne suis plus jamais retournée. C'est-à-dire que ça a sidéré un peu tout le monde, mais j'étais incapable
de dire au revoir aux gens longtemps, c'était trop douloureux. J'étais incapable de retourner dans mon bureau, j'étais incapable de je pouvais pas, quoi. Donc j'ai mûri ce départ et je l'ai préparé avec vraiment, la garde rapprochée, quoi. Vraiment Ouais. très peu nombreux dans la confidence. Et le jour où je l'ai dit, je suis partie. Je leur ai dit, hein, j'ai dit: «Voilà, je peux pas revenir après vous avoir dit ça, c'est impossible». Quand je le dis, j'ai un peu la gorge nouée, Ah, mais tu m'étonnes. c'est ultra, dur. Pour autant, je me suis épargnée moi, hein, j'avoue. Alors même si on a beaucoup préparé ce départ avec mes successeurs, que j'ai en plus, choisi, voulu, en qui j'avais une grande confiance, j'avais vraiment envie de passer la main à ces personnes-là, enfin vraiment quoi, Ouais. C'était un vrai choix, ouais, de ouais, un cœur, vrai quoi. choix, vraiment un truc, super, voulu. Au moment où je l'ai fait, d'abord par égard pour eux, je voulais débarrasser le plancher vite parce que c'est pas facile pour des repreneurs d'arriver ou des gens qui vous Mmh. succèdent d'arriver et Et que la place est pas complètement ouais, la libre. place est pas libre, c'est ça, c'est pas bien. Voilà, j'aurais pas voulu donc et depuis, je n'ai, répondu à aucun mail, aucun message, rien. Enfin, c'est ouais, parce que, voilà, je voulais pas non plus que, bah, les salariés ont été un peu stupéfaits, mais je me disais: «En fait, chacun va reprendre très, très vite la vie qui est la sienne. En 48 heures, ils ont oublié et c'est normal, c'est la nature humaine qui est comme ça et tant mieux parce que c'est plutôt sain». Et donc je voulais vraiment les laisser faire, voilà et leur laisser place nette, quoi. Mmh. C'était vraiment, vraiment important, ouais. Ouais. Ouais, c'était super important, de le faire à la loyale, quoi. Pas un truc tordu ou non et en plus comme ces gens, enfin voilà, je les aimais, je les avais choisis, j'avais super envie, qu'ils réussissent et puis le but, encore une fois, c'était que l'entreprise, elle aille bien, quoi, Ouais. qu'elle continue son développement. Moi, je sentais que je pouvais guère faire plus et que cette entreprise, elle continue. Enfin, on y a mis beaucoup de nous, quoi, Eh donc ben, tu m'étonnes. voilà et voilà donc beh, bon, de ce point de vue-là, c'est plutôt réussi. C'est Mmh. bien. Non, C'est c'est bien. c'est quoi l'histoire, de Case, du coup? De où tu es partie pour en arriver à ce que c'est aujourd'hui? J'étais, formatrice, Ouais. dans une école de commerce à Montpellier et puis, un peu passionnée par, la transmission, l'enseignement, rapidement, on m'a confié une classe, 2 classes, 3 classes, voilà. Puis je suis devenue responsable de section, je crois que ça s'appelait comme ça à l'époque, puis responsable pédagogique et puis directrice des études Tu as et puis monté voilà. les échelons, Oui, voilà et puis, bah, l'appel de la concurrence, on m'a fait une jolie offre que je pouvais pas refuser, j'ai changé d'école et quand je suis arrivée dans cette nouvelle école, l'école a connu des difficultés financières. C'était un moment où le marché était difficile et bah, on a été placés en redressement judiciaire. On était quelques collègues, bon d'abord on avait beaucoup d'amitié les uns pour les autres et puis, on avait cette chose ancrée au plus profond de nous, c'était qu'il y avait des jeunes derrière nos activités. On s'est dit: «On peut pas les laisser tomber, on va au bout». Notre dirigeant de l'époque, lui, a pas bien vécu et je le comprends aisément, cette mise en redressement judiciaire. C'était un échec, enfin il l'a vraiment porté, il était ouais. vraiment pas bien et cetera. Donc il s'est, absenté et donc on a continué avec quelques collègues à faire tourner l'école et moi j'avais en charge, le la relation à l'administrateur judiciaire donc bah, il fallait aller faire signer les chèques, enfin et un jour cet administrateur judiciaire me dit: «Mais pourquoi vous ne reprenez pas cette école? On va passer en procédure de cession, pourquoi?» beh, je lui dis: «D'abord parce que elle est pas à nous, elle est à un monsieur qu'on estime et donc on va pas racheter le pauvre son affaire, enfin 2 parce que moi j'en suis absolument incapable, c'est impossible, bon». Mais évidemment vous le faites déjà. Et puis l'idée a germé, est née, on a travaillé alors avec les collègues, hein, on fait des Ouais. budgets, tout ça, voilà, parce qu'on n'avait pas beaucoup de sous. On est allé au tribunal de commerce, présenter notre offre, en même temps que plein d'autres offres, hein, le fait qu'on soit de l'intérieur, je crois, Ça a a aidé, aidé. On a remporté cette cette enchère, école ouais. et puis, l'aventure a démarré comme ça. Alors on n'avait rien. Et c'est ce que je dis des fois, je disais: «On a gardé cette habitude de, avec, 2 bouts de bâton, une ficelle, nous on fait des trucs géniaux» parce qu'on a Mmh. été habitués, on a grandi dans l'adversité, on a grandi dans la difficulté. Donc en fait, on a été habitués comme ça. Donc ça, on l'a toujours gardé et puis, ben, on a travaillé, travaillé
Et je crois que ce qui se ressentait, c'est que, on aimait ces jeunes, on les comprenait, on avait un peu compris ce qu'ils recherchaient. Mmh. Au-delà des études, du diplôme, des cours, des profs qui étaient excellents, enfin voilà. On s'est mis à les amener au ski, à les faire un peu voyager, à faire des soirées, des choses. Ils se rencontraient entre eux, on a créé du réseau. Alors on a eu plein de couples qui se sont formés évidemment, plein de bébés Case qui sont nés, et moi je trouvais ça extraordinaire, en fait. Et puis, le ça s'est su, enfin voilà, donc on a ouvert une école, 2 écoles, 3 écoles. Puis voilà, puis après, la mécanique s'enchaîne. Et puis finalement, à un moment donné, les opportunités viennent toutes seules. Je sais pas comment c'est-à-dire qu'un maire nous appelle, il nous dit: «Ben moi j'aimerais implanter un CFA chez moi, est-ce que vous viendriez pas?» «Ben Mmh. d'accord», bon. Et en fait, c'est pour ça que je dis, moi j'ai pas cherché le succès à tout prix. Enfin, je sais pas comment dire. C'était pas ton Finalement, c'est objectif, venu assez ouais. naturellement, voilà. Après, c'est devenu passionnant parce qu'évidemment, nous, on se disait à chaque fois: «Waouh, on ouvre une nouvelle école», et du coup, pour nous, c'était par exemple 200 jeunes de plus qui allaient être Oui, diplômés c'est avec un énorme. boulot, quoi. Mmh. Et donc c'est ça qui nous, Nourrissait? ouais, vraiment. Heu, oh, j'ai jamais tant appris qu'en étant avec eux. C'est incroyable, hein? Et ces jeunes, bon, moi, des fois, j'entends les gens parler, dire: «Oui, les jeunes, cette génération, nin et tout». Oui, d'accord, des fois, ils manquent un peu d'engagement, ils nous agacent, on a envie de les secouer. Mais pour autant, waouh, ils nous ont appris plein de trucs, quoi. C'était incroyable. Et chaque année, je partais en voyage avec eux, j'essayais de faire un voyage d'une classe. Alors comme je suis un peu passionnée par la Thaïlande, je connais très bien et tout, moi, j'organisais ce voyage-là. Tous les jeunes chez Case voyagent. Donc Mmh. ils font un voyage en première année, troisième année, cinquième année. Qu'on alors pas qu'on leur offre, parce que ce serait pas vrai, c'est l'État qui finance au travers de mécanismes financiers, OK. les OPCO qui financent et cetera. Mais pour le coup, moi, j'organisais toujours le voyage en Thaïlande et je me régalais le soir de me poser, de les écouter parler. En fait, c'était super drôle, mais c'était très instructif, hein. Mmh. Et voilà, on a passé des années, merveilleuses, extraordinaires, dures, mais incroyablement enrichissantes, quoi. Enfin, j'ai adoré, vraiment. C'était passionnant. Voilà, donc voilà l'histoire un peu du groupe, hein. Et puis on faisait du commerce, on s'est mis à faire de la santé, puis du tourisme, puis de l'informatique. Bon, voilà, les écoles ont germé au gré, là, plutôt des demandes des entreprises, du marché, en fait. Ce Mmh. qu'exprime le marché, nous, on y allait, on était un opérateur de compétences. Ouais. Donc Tu l'idée, t'adaptes, c'était d'aller, bien sûr, il y a des formations qu'on a fermées parce qu'on sentait qu'il y avait plus d'emplois derrière, d'autres qu'on a ouverts. Enfin, voilà, c'est un peu la mécanique. Mais enfin, ça, j'allais dire, c'est le cas un peu de toutes les écoles un peu sérieuses. Enfin, voilà, hein, l'idée, c'est d'aller, avec ces jeunes sur un marché de l'emploi un peu dynamique, parce que si c'est pour former des chômeurs, c'est pas très ouais. exaltant. C'est quoi tu disais tout à l'heure les leçons que les jeunes t'ont appris, tout ça, tu retiens quoi comme grande leçon que ces échanges t'ont apporté? D'abord que, sous des apparences de, «Je suis très sûr de moi», pas du tout. Ils ont de grandes peurs. Cette société, les angoisse particulièrement. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas croire qu'ils sont pas porteurs de changement. Mmh Si mh. on les écoute, ils sont porteurs de changement. C'est-à-dire que quand nous, adultes, on est sur des postes, comme on occupe, hein, on est plein de certitudes. En fait, le meilleur des conseillers, c'est le doute. Ces certitudes, elles nous tuent. Eux, ils nous remettent en cause en permanence. Ce qu'on a très mal réussi, nous, c'est cet équilibre vie pro, vie perso. Ils y arriveront mieux que nous. Ils ont tort, ils ont raison, j'en sais rien, mais en tout, alors ça ne nous convient pas parce que peut-être qu'ils ne mettent pas la même intensité dans le travail que nous. Pour autant, est-ce qu'ils ont pas raison? Mmh. Et plus on vieillit, plus on se dit qu'ils ont raison, parce que plus on vieillit, nous, plus on passe au premier rang de ceux qui vont partir. Donc on a bien la conscience qu'à un moment ça va s'arrêter. Et quand ça va s'arrêter, qu'est-ce qui aura compté le plus? Qu'est-ce Mmh. qui aura compté le plus? Est-ce qu'ils ont pas raison, ces jeunes? Ils m'ont appris aussi à consommer mieux. C'est-à-dire que pour le coup, ils portent en eux peut-être une consommation plus responsable que nous, on a nié pendant longtemps. Moi, j'ai 50 ans, hein, j'ai pas, mais alors on s'en foutait complètement, hein. Nous, on était à l'ère de l'ultra-consommation, Mmh. voilà. L'argent, qui est pour nous un marqueur de réussite, pour eux, les moins. Alors pour autant, ils en ont envie.
mais en même temps, ils sont capables de vivre avec moi. Enfin, voilà, moi, ils m'ont appris plein de choses et puis, je trouve qu'ils ont je les ai vus se rencontrer dans nos écoles. Je les ai vus bâtir des, amitiés solides, qui durent. Je vois bien, je revois aujourd'hui plein de jeunes qu'on a accompagnés, ils me disent: «Ah mais madame, on est partis en week-end ensemble, on a fait des trucs ensemble, ça». Et donc je les sens empreints d'une grande loyauté, quoi. Enfin, Mmh. voilà. Enfin, ils m'ont appris un tas de trucs, hein. Ouais, j'ai adoré. J'ai vraiment aimé les écouter et puis ils sont honnêtes dans leur, relation aux choses. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire: «Non mais j'ai peur de ça, je n'aime pas ça», Mmh. Ils ont plus de recul que nous. Nous, on était un peu, on se sentait un peu invincibles là. On était pleins de certitudes. Eux, ils sont pleins de doutes. Mais c'est pour ça qu'ils sont meilleurs que nous, en fait. Se remettre en question? Oui, tout le temps. Quand le doute nous quitte, moi, je crois qu'on est un peu foutus quand même, hein. Donc Mmh. là, moi, j'étais à un point où j'avais quand même plus de certitude que de doute. J'étais pas bien partie. Et voilà, donc ouais, ouais, moi, j'ai beaucoup aimé, travailler avec eux, hein. Alors après, ils m'ont agacée, hein, prodigieusement, hein. De temps en temps, j'avais envie de les secouer, bon. Mais c'est normal, on confronte 2 générations, c'est évident. Enfin, Mmh. voilà je sais pas qui avait tort, qui avait raison, mais j'ai l'impression que nos points de vue qui s'affrontaient étaient finalement, entendables. Ouais. Je crois qu'ils s'en sortiront mieux que nous quand même, hein. J'ai l'impression que enfin, en tout cas sur certains aspects, je sais pas si l'économie se portera mieux, mais en tout cas, le jour où ils partiront, ils auront sans doute rempli leur vie de plus jolies choses que nous, quoi. Mmh. Voilà. Toi, l'équilibre pro perso, c'était quoi ton rapport à ça pendant toute ta carrière? J'y ai même pas pensé. Ouais. J'ai pensé, beaucoup au travail. Et en fait, en me disant, «Non mais les enfants s'adaptent, hein, ça va, bah allez». Et en fait, quand je suis partie là, par exemple, j'ai demandé pardon à mes enfants, ouais, pour, Mmh. beaucoup de plats surgelés mangés seuls le soir à la table de la cuisine, enfin une horreur quoi. Des les goûters de l'école où, ma fille me disait: «Bon mais j'ai dit que tu amènerais une bouteille de coca et le papier d'alu parce que de toute façon je sais très bien que tu feras pas un gâteau, quoi». Évidemment, j'allais pas faire un gâteau le soir à pas d'heure. C'est pas très glorieux, hein, bon. Mais, alors aujourd'hui, ils me disent: «Mais maman, ça nous a aussi appris à nous débrouiller, tout ça». Oui, Mmh. sans doute, mais enfin la mère que je suis est pas exemplaire. Et donc ouais, on n'a pas bien réussi à doser et en plus, j'avais pour modèle un mari qui est ultra engagé, un peu binaire là, c'est ou 1 ou 0, enfin et donc il est plutôt sur 1. Donc il a fait tout à 100 mais à 1000. Mmh. Donc moi je me disais: «Waouh, mais c'est comme ça qu'il faut faire». Donc Ah, je tu regardais, suivi je quoi? faisais, je Mmh. suivais et pour le coup, ouais, c'était pas fou de ce point de vue-là. C'est pour ça que je dis que ces jeunes réussiront sûrement mieux que nous, et donc là, j'ai envie ce temps maintenant dont je dispose, j'ai vraiment envie, là, je n'arrête pas de recevoir du monde parce qu'il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, qu'on aime beaucoup Mmh. et j'ai envie de leur dire: «Pardon, quoi, enfin voilà, ça y est, allez, on va reprendre un truc un peu normal, on va se voir, on va profiter», voilà. La famille aussi, donner du temps à la famille, quoi. Enfin vraiment, c'est très, très, très important. Ouais. Tu l'as eu à quel moment ce déclic et ce truc de, «Je dois vraiment garder du temps pour ma famille, les proches, mes enfants et je dois aussi un peu demander pardon pour, ce temps que j'ai pas donné avant», Je l'ai eu, il y a maintenant, 3 ans et demi, quand mon mari a fait son AVC. En fait, je n'avais jamais même pensé c'est un peu idiot, je n'avais même jamais pensé qu'on était mortels. Moi, j'avais jamais pensé un truc pareil. Moi, pour moi, on était partis, à l'infini et au-delà. J'avais jamais pensé ça et là, on a eu vraiment une grosse alerte et puis, quand, ça a été très long, il est revenu à la maison et tout, je me suis dit: «Non, là, ça va pas du tout, quoi. Mmh. Faut qu'on change des choses». Pour autant, j'ai été réaspirée, dans cette spirale infernale très rapidement. Ouais. Donc je suis repartie en guerre et tout ça et je me suis dit: «Non, c'est pas possible, c'est plus possible». 2 ans après, je dis: «Non, c'est pas possible» et hem et oui, c'est venu insidieusement. Je me suis dit: «Non, là, il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrêtes». Mais ça a mis du temps à germer Mmh. et quand j'ai pensé à partir, je me suis dit: «Il faut que au moins, devant du monde, tu écrives quelque chose
et j'étais pas capable de parler en public parce que c'était trop dur pour moi de partir. Enfin, ça a été vraiment dur, hein, c'était vraiment un crève-cœur de partir. Ouais. En même temps, il fallait que je le fasse parce que c'était raisonnable. Et donc j'ai fait une vidéo. Avec mon mari, on a fait une vidéo, donc on a posé nos voix sur des images, où, j'ai demandé aux salariés pardon parfois d'avoir été dans cette exigence et de si j'ai pu blesser quelqu'un, je m'excuse. Pardon, pour mes enfants parce que vraiment, bah, ça a pas dû être simple, quoi, voilà. Mais c'est venu en l'écrivant, en fait, en l'écrivant, en me disant: «Bon, s'il y a un truc important à faire, c'est ça», voilà. Mmh. Parce qu'il faut partir un peu quitte avec les gens et puis cette chance que j'ai eue de pouvoir m'arrêter parce qu'on a vendu et tout, je le dois beaucoup aux collaborateurs. Enfin, il faut pas mentir, hein. Nous, avec, 2 bras, 2 mains, Mmh. on fait pas grand-chose, quoi, hein. Enfin, voilà, moi, j'avais que 2 bras, que 2 mains et un cerveau, j'ai pas plus. Et en fait, c'est tous ces gens, qui étaient, à nos côtés, enfin, qui ont œuvré incroyablement, quoi. Oui, Et mais parce qu'ils suivaient aussi, ta vision et ta passion et enfin alors c'est ce que tout le monde dit, mais je sais pas, des fois j'ai eu le sentiment de demander beaucoup. Ouais. J'ai eu le sentiment de demander beaucoup et en fait, alors les chefs d'entreprise, c'est un peu comme des enfants gâtés, hein. C'est-à-dire plus on réussit, c'est terrible, hein. Ça, c'est terrible et je suis sûre s'il y en a qui écoutent, ils se reconnaîtront. Plus on avance et plus on aligne quelques petits succès là, bon, plus on a du mal à entendre non. mmh. On devient un peu réfractaire à la frustration. Plus non, on comprend pas. Mais pourquoi on me dit non? Bon, c'est terrible. Plus on est exigeant et plus on gagne, plus on a envie de gagner, plus on a envie de développer, plus on a envie d'aller loin, plus on a envie et ça, c'est un peu le tort de l'ego, quoi, enfin et en plus, on a cette, certitude qui naît bon, on a un peu raison quand même, hein. Enfin, pourquoi? Je on a un peu raison. Bon, moi, je comprends pas. Alors, de temps en temps, c'était même presque malhonnête. J'expliquais aux gens que, ah oui, leur avis était formidable et tout ça. Mais enfin, au fond de moi, je l'ai réalisé après ça. Sur le moment, c'était très honnête, hein, ce que je disais, mais après coup, je me suis dit, ah, quand même, si tu pas très honnête là, tu avais quand même l'intime conviction d'avoir un peu raison. Bon. Et du coup, tu faisais un peu comme tu voulais. C'est pas terrible, ça. Mmh. Et donc, c'est venu nourrir le fait que j'avais pris la bonne décision d'arrêter. Je pense qu'il fallait arrêter. Ça, tu l'as Mmh. réalisé après coup? Après Ouais. ouais, après coup parce que, bon, j'ai eu beaucoup de temps pour y penser et je pense que cet arrêt, il a été vraiment, vraiment difficile. Ça se prépare, quoi. On l'a préparé, hein, en plus avec des gens, très, très bienveillants, que j'aimais, que j'avais choisis, j'étais vraiment sûre, tout ça. J'ai donc ils m'ont beaucoup aidée, hein. Quand j'ai passé la main, j'étais même heureuse de le faire parce que je me disais: «Waouh, c'est l'histoire est dingue, je passe ça à des lieutenants là qui est très proche». Enfin, je trouvais l'histoire hyper belle, enfin je la trouve hyper belle encore. Hem, Ils m'ont beaucoup aidée et pour autant, je n'ai pas imaginé dans ma tête, je ne voyais que le positif. Je me disais: «Ouais, je vais avoir plein de temps, je vais faire ça et tout». Le lendemain de l'arrêt, j'avais l'impression qu'on m'avait, coupé 2 bras, 2 jambes, je respirais plus, j'étais Mmh. voilà. Le lundi matin, la première fois, j'ai pas été au bureau. Waouh, j'étais Perdu? ah ouais, sidérée, enfin, tellement dur. J'ai encore du mal à en parler, quelques mois après. Ça a été vraiment un renoncement, mais tellement difficile, quoi. Et en même temps, certaine de mon choix, hein, de me dire: «Non, non, tu as passé la main aux bonnes personnes, c'est super, l'entreprise va continuer à se développer, enfin, c'est génial et tout et donc ta peine, tu n'as qu'à te la garder, ma vieille, après tout, hein, voilà». Mais c'est raide, hein, quand même, donc ça se Mmh. prépare, hein, il faut vraiment prendre le temps de le préparer et malgré tout, ça a été d'une infinie douleur au point que je suis assez certaine que j'ai arrêté en décembre, en janvier, j'étais malade, voilà, Tu as eu le je pense contre-coup, ouais, ça m'a déclenché un truc. C'est vraiment, donc j'ai passé, janvier, février, mars, avril, mai, juin, à me soigner, tout ça, donc je profite que maintenant là. Ça y est, on mmh. est en juillet, je vais enfin profiter et
je vais commencer, je pense, maintenant à voir les bienfaits. Mais jusque-là, j'étais un peu dans le dur, ouais. Ouais. Ah ouais, j'étais dans le dur, carrément, Parce que carrément. du coup, tu as préparé la transition pour l'école. Ah Donc non, ouais. ça a été parfaitement fait pour l'école. Par contre, Oui. pour toi, côté Ah, perso, pas du tout pensé, ça non, a ouais. non. Moi, je me suis dit, en plus, mais enfin, comment on pourrait se plaindre? C'est génial. Je vais être chez moi le premier lundi matin, au lieu de courir de partout dans la maison, j'aurai du temps de boire un café, un deuxième café, d'aller un peu me promener dans mon jardin. Bon, moi, j'avais vu ça un peu de manière idyllique, mais c'est génial. Tout ce que tu as toujours, voulu, je courais toujours après le temps, tu l'as, ça y est et tout. En fait, j'ai jamais pensé que ce serait si dur. Jamais, vraiment. C'est venu réveiller quoi à ce moment-là? C'est venu me dire que finalement je n'étais que mon métier. Ah, ça c'est venu te titiller sur une Ah non, identité? mais j'ai réussi à le dire il y a 2 mois là, enfin à mon mari, hein, je me suis assise sur le bord du lit en lui disant: «Tu te rends compte comme c'est triste, je ne suis plus rien. J'étais mon métier». C'est terrible, hein. Mmh. Alors lui il me dit: «Mais évidemment pas». Il me dit: «Si tu interroges les gens proches de nous qui t'aiment et tout ça, ils vont te dire que tu es et eux, ton métier, ils s'en foutent». Mmh. Mais moi, j'étais devenue ce métier, j'ai incarné ce métier. En fait, je n'étais utile au monde que par ce métier. J'aidais des jeunes, on embauchait des profs, on créait de l'emploi, donc forcément, il y avait des familles derrière. Ces gamins-là, on les inscrivait, on les accompagnait, on les faisait voyager, on leur donnait un diplôme, enfin, on leur donnait, ils allaient le chercher. Ouais. Enfin voilà, donc derrière, il y avait de l'emploi, voilà et aujourd'hui, je me lève et je me dis: «OK, qu'est-ce que tu fais pour ce pauvre monde?» Eh ben rien. C'est terrible, hein. Non, mais c'est terrible parce que en plus, si je me raisonne, je me dis: «Mon Dieu, arrête de dire ça, c'est affreux, hein, c'est affreux». Je suis aussi une maman, je suis aussi une amie, je suis aussi une épouse, je suis aussi plein d'autres trucs. Mmh. Mais j'ai besoin de temps en temps de me dire: «Non, non, non, allez, ne te laisse pas aller à ça». Oui, oui, j'avais vraiment, vraiment l'intime conviction que j'étais ce métier. Ouais et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me contactent encore aujourd'hui pour ce titre que j'avais. Donc je leur réponds: «Hein, mais je peux rien pour vous, je travaille plus». Bon, voilà donc je renvoie vers l'école et les nouveaux dirigeants mais je me dis: «Ben voilà, les gens me connaissent, pour ça». Enfin, non mais ça se prépare. C'est terrible, hein. Ça vraiment, c'est redoutable, Et redoutable. tu l'as fait l'exercice de demander à tes proches, qui tu étais, comment ils te voyaient? Non, parce que je pense j'aurais peur De la de réponse? ouais, Mmh. je veux pas le faire encore. Je vais attendre. Ouais. Non, 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 je veux pas. Par contre, je me crée alors je sais pas comment dire, mais alors ma fille va avoir un bébé, je Ah, tu suis te prépares au nouveau rôle de mamie? comme une dingue, mais je me dis: «Voilà, voilà un truc, je vais pouvoir, aider, être utile, je vais me régaler, ça va être extraordinaire». Mmh. Bon, donc ça, tac, je coche une case. Utile, oui, allez hop, Ouais. voilà. Ta valeur passe par, l'utilité, que tu as l'impression de donner, Ouais, moi je me dis que si on fait rien pour, le monde dans lequel on vit, on n'est pas grand-chose. Alors ça veut pas dire qu'on est obligé de se lancer dans une carrière pour l'écologie, je sais pas, non, c'est pas ça. ouais. On peut agir, petitement, hein, mais au moins pour les gens qu'on aime, quoi. Et tu peux, Voilà. agir autrement que par le fait d'être utile. Tu peux agir par la transmission, tu peux agir par la discussion, tu peux, Oui, mais j'arrive pas à me dire que ça a de la valeur. ah ouais. Moi alors je pense que ça c'est un problème de femme. C'est-à-dire que toute ma carrière, par exemple, je détestais les jours où je ne pouvais pas produire, hein. C'est-à-dire que le jour où il y avait, 1000 réunions comme où je Mmh. n'écrivais rien, où je ne produisais pas, je me disais: «Tu n'as rien fait, tu n'as rien fait». Je me couchais, j'étais agacée, je me disais: «Mais tu n'as rien fait, tu n'as rien fait». Je pense que nous, les femmes, on a besoin, encore plus que les hommes, de produire des choses qui soient mesurables. Mmh. Moi, j'ai nourri une culture du résultat importante où si je ne produis pas, si je ne fais pas et si ça ne se voit pas, ça ne se quantifie pas, j'ai le sentiment de n'avoir rien fait. Et donc oui, quand on transmet, on fait des trucs, d'accord, mais c'est pas vraiment C'est marrant de quantifiable, voir le quoi. visage, comment ton expression faciale change même, au moment où tu parles de ça, on sent une espèce de déni, enfin Oui, parce que de et voilà dédain. et du coup, ça n'a aucune valeur pour moi. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est de produire et de quantifier, quoi, voilà et de produire vraiment avec toujours la mesure du résultat. Moi, j'avais besoin de résultats. Mmh. Je sais pas, j'adore les
Mon mari se moque de moi. J'adore les vidéos sur internet où, les paysagistes ou ceux qui lavent les tapis, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils partent d'un truc qui est, tout moche, tout voilà et ils arrivent à un truc super beau. On voit le résultat, voilà. Moi, j'adore quand on voit le culture du résultat, je sais pas d'où ça vient, c'est comme ça et donc dans tout ce que j'ai toujours fait, j'avais besoin de mesurer, de Mmh. quantifier. Et donc aujourd'hui, je passe ma journée, même si je vais apporter, 3 courses à ma fille, que je vais aider mon fils à déménager, c'est pas très quantifiable, quoi. Donc voilà, Ouais. donc j'avais ce sen j'ai, mais je vais m'y habituer, hein, ce sentiment de: «OK, tu n'es plus dans cette phase d'utilité où tu dois quantifier, aujourd'hui juste profite, quoi». Voilà, profite des gens, du temps, du moment, et ça devrait déjà être satisfaisant. Ça y est, là, je vais commencer. Enfin, Ouais. voilà. Oui, il y a un vrai switch à faire là Ah oui, sur, ah c'est, des fois, je me dis: «Mais pourquoi les chefs d'entreprise en parlent pas?» C'est comme la maternité. Florence Foresti disait: «On doit signer des clauses de confidentialité pour pas raconter aux autres combien l'accouchement, c'est affreux». Et j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'omerta. Quand on entend les chefs d'entreprise parler, tout est toujours, vachement beau, super idyllique, ils sont parfaits, tout ça. Alors, ou moi je suis très imparfaite, sans doute, ou mais c'est pas si simple, quoi et oui, il faut le préparer ce départ, il est important et en même temps, la seule envie que tu as, un, c'est d'y retourner, hein. 2, c'est de revoir les gens avec qui tu as travaillé parce qu'ils te manquent cruellement. ça tu l'as pas fait encore? Enfin Non, tu je veux peux pas? pas, OK. j'y arrive pas, je peux pas. C'est resco je peux pas. Il y en a que j'aime profondément, vraiment beaucoup, hein. Je connais leur famille, tout ça, vraiment, j'ai une affection, un respect, tout ça, pour beaucoup de collaborateurs et tout, mais dur. En plus, je trouverais ça pas sympa, encore une fois, pour ceux qui ont repris. C'est-à-dire que là, je reçois encore beaucoup de mails que je transfère, tout ça, mais je mets jamais des petits mots. Avant, je mettais toujours des petits mots: «Hello, un petit mail pour vous, nin nin». Là, je mets rien, parce que je me dis: «Ah, c'est tellement pas sympa pour ceux qui ont repris si ils pourraient penser que je m'immisce». Enfin, c'est pas du tout le cas, il faut leur c'est normal, c'est à eux de faire, ils font ça très bien, voilà, je dois pas m'immiscer. Mais ouais, pour le moment, ça reste encore douloureux, ouais. Mmh. Ouais, ça reste douloureux, ouais, c'est difficile. Mais ça va venir, hein. J'ai décrété la semaine dernière, pourquoi, je sais pas, j'ai dit: «Le 5 juillet, l'été commence pour moi et ce sera maintenant, voilà, un été un peu permanent, sans ennui, sans voilà». Donc c'était samedi dernier, pour te Ça dire tient que pour l'instant? ouais, pour le moment, on est à J+3, je m'en sors. Mais est-ce que ça durera? Je sais pas, mais oui, 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 j'en ai envie en tout cas. Mmh. Ouais, il faut passer à autre chose. Et tu commences à voir, les prémices de cette nouvelle identité, naître ou pas? Pour le moment, je suis encore, pas vraiment, Ouais. pas vraiment, pas vraiment et d'ailleurs, enfin, aujourd'hui, je suis encore associée dans le groupe qui nous a rachetés. Ouais. C'est-à-dire qu'un groupe, qui s'appelle Collège de Paris est arrivé à racheter Case et dans le deal, il y avait aussi, des actions. Donc aujourd'hui, je suis associée du Collège de Paris et et donc ça légitime le fait que je garde sur Case encore un œil bienveillant puisque par rebond, j'en suis encore actionnaire. Hem et de temps en temps, voilà, on a une assemblée générale, un truc. Ça me fait plaisir, je leur ai dit d'ailleurs, si à un moment donné, je pouvais aider à rédiger un truc. Alors je retournerai jamais, Au bureau, peut-être dans les équipes et tout ça parce que j'ai toujours pensé qu'il fallait qu'une tête à la direction. mmh. Moi, les trucs, les directions bicéphales, tricéphales, ça marche jamais. Les gens, ils sont perdus, les pauvres, ils savent pas à qui demander, tout le monde se renvoie la balle. Non, ça marche pas, ça marche pas. Et donc, il faut toujours une tête, une direction, il faut la suivre. Donc ça, je referai plus du tout, mais pour autant dire: «Beh, tiens, je rédige une note là-dessus», voilà, être un peu dans l'ombre, en back office ou voilà. Voilà, ça, c'est un truc qui est pas exclu, mais pour le groupe, quoi. Ouais. Voilà, pour le groupe, pas, mais je reviendrai plus jamais chez Case. Non, d'abord, j'y ai plus ma place. La moitié des gens doivent penser que c'est vachement mieux maintenant. Et puis, l'autre moitié qui pense que c'était vachement mieux avant, ils vont vite basculer et il y aura pas de souci Qu'est donc voilà. qu'est-ce qui te fait penser que c'est vachement mieux maintenant? D'abord parce que quand je suis partie, enfin les personnes à qui j'ai vraiment passé le flambeau,
Bon, alors sans que je le demande en plus, m'ont fait quelques promesses en me disant: «On gardera l'esprit, on gardera les trucs importants pour toi». C'est vrai que faire voyager les jeunes, c'était un truc super important pour moi, Mmh. voilà. Leur faire vivre une vie étudiante, c'est un truc super important pour moi. Parce que finalement, ce qu'on leur donne en cours et les études, c'est le minimum syndical, mais on peut Mmh. tellement leur apporter plus. On avait écrit avec le directeur qualité, on y avait travaillé à l'époque, une promesse pour ces jeunes. Moi, j'avais dit: «Je vois pas pourquoi eux, ils s'engageraient à être bons élèves, à être parfaits, tout ça, et nous, on ne s'engagerait à rien». Et on avait écrit une promesse et quand les jeunes arrivaient, moi, je leur disais: «Voilà, on vous fait une promesse» et cette promesse, c'était, vous accompagner avec audace, parce qu'on ne le fait pas comme tout le monde, Ouais. à être des citoyens ouverts sur le monde, compétents demain, agiles toujours, responsables à vie. Cette agilité, cette responsabilité, le fait d'être citoyen et tout ça, c'est une vraie promesse et ça, c'est pas le diplôme. Mmh. Ça en fait partie évidemment parce que le compétent demain, ça passe par le diplôme. Ouais. Mais tout le reste, ça passait par tellement d'autres choses. Et donc quand je suis partie, là, mes mon successeur et puis, l'équipe de direction approchée, m'a dit: «Mais on te promet, on gardera la ligne, c'est ça qui a fait la force de Caisse et tout». Merci parce que c'était vraiment, vraiment important pour moi. Ça me mettrait vraiment dans le mal. Ouais. Si tout d'un coup, ils venaient trahir ça, parce que ce serait terrible pour moi. Parce qu'en plus, je suis convaincue qu'on C'est la bonne voie? ça ouais, on est quand même dans la bonne voie là. C'est pas mal ce qu'on avait écrit et ce Mmh. qu'on faisait, c'était vraiment pas mal. Et en même temps, j'étais assez certaine qu'il y a des trucs qu'on faisait pas très bien. Moi, il y a des trucs sur lesquels j'étais pas très performante en me passant la main à eux, je les ai choisis exprès Mmh. parce qu'eux Pour allaient être. être meilleurs. Donc l'idée, c'était: bon, ne changez rien de ce qui marche, parce que Mmh. finalement ça marche, ne changez rien. Venez par contre changer ce qui marche moins bien. Et ça je pense qu'ils peuvent le faire vraiment et du coup, si tu changes pas ce qui marchait bien et que tu viens améliorer ce qui marchait pas forcément bien, Ouais. bah, tu arrives à un truc vraiment Extraordinaire. mieux Ouais. et à peu près parfait, quoi. Ouais. Et c'était ça la mission que je leur confiais en partant. Alors après, ils le feront, ils le feront. Bah, alors après, Ça t'appartient plus, ça quoi. ne m'appartient plus du tout et je me garderai bien de commenter quoi que ce soit. Je j'ai pas voix au chapitre du tout, mais c'est ce qu'on s'était dit, c'est ce qu'on s'était promis. C'est on garde vraiment ce qui a fonctionné, ce qui a compté, ce qui a fait nos valeurs. Hem, les voyages, le partage, être ensemble, ces soirées auxquelles les étudiants adoraient participer parce que en même temps, on les éduquait lors de ces soirées. On leur apprenait que boire, c'est dangereux, faut pas conduire, faut pas donc il y avait des messages partout. Mmh. Tout servait l'intérêt pédagogique. À chaque fois qu'on faisait quelque chose, ça servait l'intérêt pédagogique. Il y avait la semaine de la RSE où on leur apprenait à être un peu responsables, ça donc tout ça sont des trucs qui comptent vraiment, vraiment pour moi et j'espère qu'ils ne trahiront pas cette promesse, qu'ils garderont cet héritage et pour autant, il y a des sujets où vraiment ils peuvent être meilleurs que moi, quoi. Largement, enfin, la marge de progression était et je sais qu'ils seront meilleurs que moi. Mmh. Je sais qu'il y a des choses, où mon successeur, sera bien meilleur que moi, quoi. Vraiment et tant mieux, hein, enfin, on l'a fait pour ça, hein, donc voilà, j'espère qu'ils vont atteindre cet objectif. Et du coup, sur ces 6 premiers mois de l'année, tu nous disais tout à l'heure que tu as été, malade, que tu as eu des Ouais. soucis de santé. Mmh. Ça t'a mis face à quoi ça, ces moments-là? Alors au vide total, hein, c'est-à-dire que tout d'un coup on peut plus bouger, Notamment, tu travailles plus, hospitalisé mais en plus, longtemps. Alors tu travailles plus, tu as plus aucun contact avec l'extérieur, et tu es, mais finalement c'était super, c'est tombé au bon moment. Parce que tout d'un coup tu te dis: «OK, là il y a plus rien, mais qu'est-ce qui compte vraiment? De quoi je vais remplir, dès que je serai sortie, de quoi je vais remplir mon temps?» Voilà, tu fais du tri naturel aussi, hein, vachement de tri naturel. C'est mmh, tout d'un coup, le téléphone sonne moins, et tu te dis: «OK», alors il y a des gens qui passent à autre chose rapidement et tant mieux parce que, voilà, on n'était pas vraiment amis, donc on va pas se mentir, on se reverra pas, c'est pas très grave et ouais. voilà. Et puis, il y a ceux pour qui tu te dis: «Ah ouais, je pensais quand même que» et non. Et donc je pense qu'ils sont absorbés dans leur quotidien et je le comprends aisément. Sauf que pour autant, moi, je me dis: «Mais écoute, si au moment où c'était un peu dur pour toi, le téléphone n'a pas sonné plus que ce soit,
bon, c'est que c'est pas des gens qui sont indispensables à ta vie, tu dois pas être indispensable à la leur. C'est pas grave, tu Mmh. vois? Bon, ça fait une espèce de tri naturel. Ça, je l'ai bien vécu parce Ouais. que tant mieux, enfin, je me dis: «Ça, c'est la vie qui t'aide à prendre les bonnes décisions». Mais pour le coup, ça arrive un peu tout d'un coup. C'est-à-dire que c'est arrivé, ouais, un peu vite. Tu pris le tsunami là. Ouais, là, c'était un peu la claque. Mais alors en plus, moi, je déteste, faire rien. Et là, tu es obligé et tu te dis: «Ouais» et en plus, tu es confronté aux limites de ton corps. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux pas marcher, tu peux pas te lever, voilà, c'est pas que tu veux pas, hein, je voulais fort, hein, et peux pas. Tu es voilà, bloqué, heu et puis tu mesures le temps qui passe. Tu te dis: «Ah ouais, d'accord, OK, tu as bien 50 ans, ça y est, c'est ça, d'accord». Mmh. Je pense que tous, hein, ça c'est commun, on ne vit pas du tout notre âge. C'est-à-dire que si, on sait, moi je sais très bien, j'ai 51 ans, très bien. Mais pour autant, j'ai l'impression que mon corps, il a 30 ans. Ça y est, je vais courir partout, tout ça. Non, 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 pas du tout, c'est pas du tout ça. Et voilà, j'ai un peu mesuré ça, ouais. Et puis, j'ai remesuré un truc qui est très important, alors que je savais, hein, mais c'est venu confirmer, c'est que, quand il y a plus rien, il y a la famille, quoi. Alors, on a une super famille, mais là, alors là, pour le coup, enfin voilà, la famille, c'est, enfin, demain, il faut je sais pas, que je donne, un poumon, je sais pas, je le fais tout de suite, je réfléchis même pas. Enfin voilà, ce sont les miens, ils sont voilà, on est un, Ouais. voilà. Nous, dans notre petit clan là, on est 27, on est 27. Enfin, je veux dire, voilà, on est 27, c'est comme ça et c'est très, très, très important, vraiment, ça, c'est un truc qui est ça m'aide beaucoup. Tous les jours, ça m'aide, hein. Mmh. Et je jalonne d'ailleurs, c'est un peu de la triche, mais je jalonne mes semaines, de choses je remplis de famille, ça me donne des supers objectifs. Voilà, dimanche, je me dis: «Ouais, on est 27 à table, c'est les 40 ans de ma sœur, c'est très important donc allez!» Et ça me fait un super objectif pour la semaine. C'est idiot, hein? Donc ils sont un peu mon médicament et en même temps, ils sont le truc qui compte le plus, quoi. Mmh. Vraiment, ouais. Très important ça. Ah, c'est beau. Non, c'est ouais, c'est honnête. Comment ça s'est passé, quand tu as eu ces discussions avec tes enfants, après, après à l'arrêt ou présenter tes excuses, tout ça, ça a été quelque chose qui a été facile, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas qui s'est fait assez facilement? Ça Est-ce que tu as eu les réactions, auxquelles tu t'attendais en face? Comment ça s'est passé? Ah oui, d'abord, ils ont beaucoup d'indulgence. Eux, ils y voient le positif parce que comme ils en sortent pas trop meurtris, enfin j'espère, hein, eux, ils voient un peu le positif. D'abord, ils m'expliquent alors c'est ma fille qui explique ça, elle très bien, elle dit: «Mais on n'aurait pas ce lien sûrement avec mon frère si on n'avait pas dû un peu être tous les 2 aussi». Bon et c'est vrai et je suis très, 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 très fière, de cette complicité qu'ils ont. Hem Et non, eux, j'ai l'impression qu'ils nous en veulent pas. On s'en voulait nous, à nous-mêmes, Mmh. mais eux, je crois pas qu'ils nous en veulent. Et puis aussi parce qu'on a toujours essayé de compenser. C'est-à-dire que, par contre, dès qu'il y avait des vacances, c'était des vacances, ensemble. Enfin voilà, Mmh. dès qu'il y avait des petits temps, voilà, c'était très important. Mais moi, j'avais le besoin de leur dire: «Désolée», quoi, voilà. Mon mari est beaucoup plus équilibré sur le sujet. Lui me dit: «Oui, mais si on n'avait pas travaillé comme ça, aujourd'hui, enfin voilà, on n'aurait pas pu aller en vacances sur tout ça». Il Mmh. a un rapport à ça qui est plus sain que moi, qui est moins torturé, disons. Il est plus rationnel, quoi. Et mes enfants, je pense, le vivent comme lui. C'était moi, c'était un peu mon cœur de maman là, qui était un peu dans la culpabilité, voilà. Mmh. Mais et puis finalement, mes enfants sont là et donc je peux encore donner. Enfin, on passe du temps ensemble, on fait plein de choses. Bon là, en plus, ce petit enfant qui arrive, ça, c'est merveilleux. Enfin, je crois que c'est la plus belle nouvelle de l'année. Moi, ça m'a, presque guérie, quoi. Enfin, Mmh. vraiment. Tu sais que c'est marrant parce que je crois que c'était avec une autre invitée dont on parlait de ça, où souvent quand après, la mort, il y a la vie. Mmh, Bon là, il y a eu la mort de ta place dans l'entreprise en oui, tout cas et il y a la vie qui arrive derrière, il y a soit un peu ce cycle qui apparaît, c'est drôle toujours. quoi. Toujours et ça aide beaucoup, quoi. Ouais, ça aide beaucoup et en même temps, c'est socialement, on porte ça, c'est-à-dire que, la fin du travail, c'est presque,
allez, ça y est, maintenant vous êtes en première ligne, les suivants à disparaître, c'est vous, quoi. Vous êtes Mmh. retraités, tu vois. Ouais. Mais nous, cette fin de travail, elle arrive vachement tôt quand même, hein. Et donc, ça veut pas dire qu'on va disparaître, ça veut dire que c'est juste une autre vie qui Oui. s'ouvre, ouais, et on a tellement de chance, quoi. Enfin, encore une fois, moi, je me plains pas. C'est tellement enfin, c'est extraordinaire. Mmh. Et il y a combien de gens qui rêvent de s'arrêter, qui en ont marre tous les matins de se lever, en plus d'aller faire des boulots qui sont super durs. Enfin, donc moi, je me dis: «Waouh, tu pas le droit de te plaindre, c'est extraordinaire ce que tu vis». Mais en même temps, ça signifie: «Ah, attention, tu te rapproches de la ligne de front, quoi. Ouais. Ouh, tu avances là». Bon, c'est ça qui est un peu difficile aussi. Et donc, bien sûr, ces naissances, elles viennent nous rappeler que la vie, c'est le plus important, que voilà, tout continue, quoi, tout continue, voilà, et même si un jour, nous, on n'est plus là, voilà, on aura une vie, riche, pleine, intense, avec une famille incroyable, enfin, voilà, et c'est ouais, je pense que le bilan à la fin, il sera chouette quand même. Ouais, ça compte. Il commence à y avoir des nouvelles envies de projets ou pas du tout en toi? Oui, mais moi, j'aurais été assez naturellement vers des projets, presque pro, quoi. Tu parlais de transmission. À un moment, j'ai commencé à dire à mon mari: «Bon, allez, on va monter un truc où» moi, j'estime que quand on a un peu bien gagné sa vie et qu'on a été payé pour faire ce qu'on faisait, à un moment, après, il faut le faire, mais gratuitement, quoi. Je me dis: «Voilà, c'est un peu le sens de la vie». Enfin, moi, mon grand-père était pianiste, hein, il a donné, des cours de piano, tout le temps, et à la fin de sa vie, il était en EHPAD à Bayargues, et il disait: «Ben, maintenant, je donne des cours de piano à tous ceux qui veulent, mais c'est gratuit parce que je me suis fait payer toute ma vie pour ce que je savais faire. Mmh. Donc maintenant, c'est gratuit». Et je me suis dit: «Ouais, ben, en fait, il a vachement raison, c'est sage, je vais le suivre». Donc j'avais dit à mon mari: «Oui, on va accompagner des créateurs d'entreprises». Beh, je sais rien faire d'autre. Donc j'avoue que je donnerai pas des cours de cuisine, je suis nulle. Donc bon, faisons ça et tout ça. Et il m'a dit: «Mais écoute, tu ne veux plus de contraintes et en même temps, tu vas te refoutre dans mes contraintes». J'ai dit: «C'est pas faux». Bon, après j'ai dit: «Bon, je pourrais transmettre ça, ça». Il m'a dit: «Mais pourquoi tu cherches à tout prix à remplir? Pourquoi tu veux remplir?» Enfin, il a raison. En fait, c'était juste parce que comme il me semblait que je n'étais plus personne, je me disais: «Peut-être je serai de nouveau, un bout de quelqu'un En parce que faisant ça. reconnu par», voilà. Et en fait, c'est une course en avant, mais je cours après rien. En fait, Mmh. c'est C'est une tout ça, fuite, c'est un quoi. mirage, mais ça n'est bon. Donc je me dis: «D'accord». Donc on a des projets, mais des projets qui sont pas du tout ceux-là. Il m'a ramené à la raison et je l'écoute bien volontiers parce que je pense que c'est un peu la voix de la sagesse chez nous. Et on a des projets plutôt de, là, on aimerait passer du temps en Thaïlande, c'est un peu notre pays de cœur, par exemple, l'hiver. Mmh. Mais du coup, recevoir les amis, les copains, la famille, voilà. L'été, revenir ici. Hem, on a d'autres projets, mais qui sont finalement nourris par du perso et pas par du pro. Ce qui est nouveau. Après, si on me demande, j'ai le fils d'amis là qui, voulait acheter une affaire, tout ça, il m'a appelé, il me dit: «Écoute, je comprends rien». Oh, je lui dis: «Attends, je t'aide». Ça m'a fait super plaisir, mais en fait, ça m'a fait plaisir de l'aider lui, Ouais. parce que c'est un jeune que j'aime beaucoup et donc je l'ai aidé lui. Je me suis pas, je l'ai fait d'abord, enfin voilà, dans l'ombre comme ça, on ne discutait que tous les 2, et je me suis rendu compte que finalement, oui, ce qui me faisait plaisir, c'était de l'aider lui et pas de redevenir quelqu'un dans la lumière. C'est pas Ouais. ça que j'allais chercher. Alors je progresse, hein, je me dis: «Ouh là là, mais je progresse, je m'améliore». Mais voilà, donc et donc ça, je continuerai, ouais, de le faire bien volontiers, mais d'aider les gens que j'aime, quoi. Ouais. Voilà, ça me fera vraiment plaisir, ouais, Mmh. voilà. Tout à l'heure, tu as parlé de, certitude, vs doute et qu'il y avait un moment où tu avais eu beaucoup de certitude. Tu peux nous remettre un peu de contexte, nous raconter un petit peu comment tu l'as réalisé, comment ça a bougé, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai réalisé après coup, j'ai refait le film de plein de scènes que j'avais où, bon, j'ai toujours essayé d'être compréhensive. C'est-à-dire que, bon, comme la famille, c'est un truc très important pour moi, quand on me disait, par exemple: «Ah, ben tu sais, tel salarié en ce moment a tel problème», je disais: «Mais enfin, mais qu'ils prennent le temps qu'il faut, bon, il y a pas de souci, enfin, évidemment», voilà. Et puis, il y avait quand même une musique à l'intérieur de moi qui me disait: Bon, c'est quand même pas le plus important. Le plus important, c'est le travail». Bon, j'avais tort. Mmh. Évidemment, je me trompais, j'avais tort.
Mais j'étais pleine de certitudes. Quelqu'un qui venait qui me disait: «Oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça». Je disais: «Oui, oui, votre avis est vraiment, très intéressant, tout ça». Au fond de moi, je me disais: «Mais attends, moi, je suis sûre, j'ai la certitude qu'il faut faire comme ça». Ça, c'est pas terrible quand même. Alors, sur le moment, j'étais sincère, hein, mais après coup, je me suis dit: «Waouh, tu avais quand même plein de certitudes, c'est fou». Hem, Tu écoutais les autres sans vraiment les écouter. Ah, c'est terrible de dire ça, j'ai presque honte, j'ai honte. Et donc sur le moment, je l'ai pas trop ressenti, c'est après coup. Mmh. Et je pense que ça, c'est un truc commun à tous les chefs d'entreprise qui portent une responsabilité lourde. Pour moi, la responsabilité lourde, c'était les familles. Chaque fois, je me disais: «Mais tu te rends compte, si un jour il arrive un truc, tu peux pas payer ces gens, mais Mmh. tu mets en galère, c'est pas 200 personnes, tu mets en galère 800 personnes. Si chaque foyer est composé d'un Ouais. papa et d'une maman et de 2 enfants, beh, c'est la galère». Ça, c'est un truc, ça me pouvait me réveiller la nuit, hein, c'était l'enfer. Hem, Vraiment cette responsabilité, je l'ai portée dure et je pense que du coup, on se rassure en disant: «Non, non, mais ça va bien se passer, je suis sûre que j'ai raison, je suis sûre que c'est Mmh. le bon chemin, je suis sûre qu'il faut aller par là». Je pense que ça vient rassurer ça. Je pense que tous les chefs d'entreprise vivent ça. Et du coup, oui, on écoute, mais pas vraiment. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis: «Il y a des choses où des gens que j'aurais dû écouter plus. Il y a des gens que j'aurais dû interroger plus». Mmh. Quand je disais: «Mais non, non, nos valeurs, c'est pas ça, faut pas partir par là, faut aller là». Peut-être que j'avais tort. Et je pense que du coup, aujourd'hui, ils peuvent le faire. Enfin, voilà. Et c'est pour ça qu'en partant aussi, ces gens, je leur ai dit pardon, parfois pour cette forme d'exigence où peut-être il y a des gens qui se sont sentis, pas assez écoutés. Je sais j'en sais rien en fait, là, je dis ça comme ça. Oui, tu pas eu de retour Non, non, concret, mais je suis sûre que je suis pas trop dans le faux. Par exemple, voilà, un exemple concret, le soir, moi je travaillais beaucoup le soir, tu sais. Et je lisais beaucoup de choses, j'allais sur LinkedIn, j'allais sur des journaux, et je transmettais aux équipes des articles. Enfin, j'ai toujours pensé que ce qui nous ferait prendre les bonnes décisions, c'est de prendre de la hauteur, quoi. On peut pas juste regarder notre feuille de route comme ça en se satisfaisant de ça. Donc j'essayais de beaucoup lire, regarder tout ça et donc je transmettais de l'info. Je me disais: «Au moins je leur fais gagner du temps, je leur envoie de l'info, ils ont plus qu'à lire le bout d'article et ça va leur donner un autre éclairage et tout ça». Et donc à 11h, minuit, 1h du matin, j'envoyais, sur Teams ou sur des messageries internes, enfin des articles, des choses et tout ça, en me disant, «Bon, ben ils le verront demain matin», parce qu'il était évidemment pas question qu'ils le voient le soir et tout. Heu et en même temps, il y a des fois, ils me répondaient tardivement, enfin et je leur disais: «Mais ne lisez pas maintenant, dormez, enfin c'est pour demain tout ça». Et en même temps, je me disais: «Waouh, le mec qui me répond à minuit, c'est fort quand même, il est bon lui». Et Mmh. j'avais tort. Oui, tu avais été biaisée, Non, non, mais j'avais tort. mmh. C'est-à-dire que mon propre rythme, qui me semblait être le bon et qui était sans doute pas le bon, c'est sûr même, c'était pas le bon, me donnait une indication sur des collaborateurs en me disant: «Waouh, le mec est fort quand même», alors que pas du tout, pas du tout. Ils auraient jamais dû et là, j'ai eu tort, quoi et mes propres certitudes m'ont égarée Mmh. et j'aurais jamais dû faire ça. Alors après, on m'a expliqué qu'il y avait des retardateurs de mails, qu'on pouvait programmer l'envoi des mails, tout ça, bon. Et je trouvais ça génial. Je me disais: «Waouh, c'est génial» et pour autant, je l'ai jamais fait. Mmh. Je continuais dans cette certitude que moi, il fallait que je travaille beaucoup, que voilà, mais que du coup, ceux qui me suivaient étaient ceux qui travaillaient beaucoup et mais c'est un tort absolu. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, finalement, les meilleurs collaborateurs sont ceux qui ont su nous indiquer que ce rapport pro-perso, il était extrêmement important. Enfin, voilà, bon, bah, de toute façon, on commet des erreurs. Enfin, c'était pas parfait. Ouais, Ouais. j'en ai commis plein, ouais. Mmh. Mmh. Ça ressemblait à quoi tes journées, quand tu étais en activité? Le matin, j'aimais bien, me lever un peu tôt, boire le café, mais tout de suite, checker mes mails et tout. C'est-à-dire que Tu rentrais dedans direct? tout de suite. Mais même la nuit, hein, si j'entendais le ding-dong d'un LinkedIn qui arrivait ou quoi, je pouvais pas m'empêcher de regarder, c'était une maladie. Non, mais on peut pas s'empêcher. Des fois, je me disais même: «Ouais, et si c'était grave?» Enfin, je vois pas ce qui aurait pu être grave à 4:00 du matin, mais bon, bref. Donc le matin, c'était tout de suite, les mails, je checkais tout de suite les réseaux sociaux partout, pour regarder, voilà, ce qui s'y passait, ce qui s'y disait.
un peu de veille juridique, voilà. Puis, départ au bureau, et là, de la journée, ça s'arrêtait jamais. Et donc, la journée était faite des urgences. C'est-à-dire que la journée, je prévoyais quasiment rien, c'était impossible. C'est-à-dire ma porte était ouverte et toute la journée, voilà, c'était un peu la queue devant la porte. Et quand tout le monde partait, par contre, là, j'arrivais à produire, à faire des choses pour moi, à produire, quoi. Produire, j'en sais rien, une note pour la pédagogie en me disant: «Allez, il faut aller vers plus d'innovation pédagogique», produire une feuille de route pour dire: «Allez, il faut ouvrir telle ville», ou produire de l'écrit. J'ai toujours été hyper attachée à l'écrit. Je trouve quand on parle, enfin, ça reste pas, quoi. Enfin, voilà, les écrits. Et puis j'avais besoin de mesurer, de quantifier, on en revient à ça, mais j'avais besoin de produire. Puis, retour à la maison, dîner, tout ça, et hop, retour sur le téléphone. Nous, on a passé, des heures de film qu'on n'a jamais, des fois, je dis à mon mari: «Mais on l'a jamais vu ce film». «Si, si, on l'a vu». Moi, j'ai le sentiment de l'avoir jamais vu, mais j'étais sur mon téléphone en permanente. C'est ce téléphone, c'est une maladie, hein, vraiment, quoi, c'est terrible, hein. Et donc le soir, voilà, je renvoyais des trucs, tout ça, bon. Voilà, mais j'avais pas du tout le sentiment de travailler beaucoup, hein. Moi, je m'amusais beaucoup, oh là là, j'adorais ça. En plus, je trouvais que c'était utile à l'entreprise, donc et pour moi, tout ce qui comptait, c'était cette entreprise, quoi. Il fallait qu'elle réussisse, quoi. On pouvait pas se planter, on pouvait pas, c'était trop gros tout d'un coup. On pouvait pas, on n'avait pas le droit. Donc voilà, ça m'a, oui, oui, ça m'a pris beaucoup de temps. Ouais. Tu réussi à t'en détacher aujourd'hui du téléphone? Oui, si bien que souvent je le cherche. Ah oui? Ouais, ouais, je le cherche, hein. Et puis comme aujourd'hui c'est un peu compliqué, je fuis un peu les réseaux parce que forcément dans mon fil d'actualité, il y a beaucoup de Eh oui. cases. Et alors je trouve que c'est super, hein, ce qu'ils font et tout, mais des fois je veux pas regarder, je me dis: «Non, ne regarde pas», parce que ça me fait le petit truc. Donc voilà, je regarde pas trop. Alors je l'ai avec moi parce que c'est un outil utile, Ouais. puis je veux pas rater un appel de mes enfants, tout ça, mais non, si je l'ai pas, je l'ai pas, ça va. Enfin, ça va mieux, disons. Ouais. Ça va mieux. Non, ça va mieux. Ouais. C'est dur ça, hein? Ouais, c'est pas évident, hein, quand on est accroché, c'est vrai Ouais. que et tout à l'heure, tu parlais de l'importance de la vie étudiante pour tes étudiants. Oui. Pendant le covid, comment t'as pu adapter ou comment tu l'as vécu ce moment-là? D'abord, alors là, franchement, les équipes ont fait un truc remarquable, hein. En 24 heures, tous les cours étaient passés à distance. Il y a pas eu un jour de cours raté, aucun. Mmh. Les profs ont super joué le jeu et c'était hyper dur pour eux. Et après, il y avait une cellule un peu, psychologique, c'est-à-dire que les étudiants pouvaient demander des rendez-vous individuels. On n'a pas mesuré les effets du covid, ils ont été dévastateurs. C'est-à-dire que même sur le moment, les jeunes ont trouvé ça, très pénible de faire les cours à distance, Ouais. galère, ils voulaient venir, tu sais, on leur disait: «Non, on ne peut pas, on ne peut pas, non». On est très scrupuleux sur le respect de la loi. On ne fait pas plus, on ne fait pas de zèle, mais on fait exactement ce que Ouais. nous indique la loi depuis toujours. Donc là, on ne pouvait pas. Et pour autant, quand il a fallu revenir en classe, on leur a dit: «Ça y est, vous pouvez revenir, on va faire des demi-groupes», tout ça. Ils nous ont dit: «Ah non, 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 on peut pas». Et moi, je me suis dit: «Waouh, là, ils sont tombés dans un truc qui est l'isolement». On Mmh. s'habitue vite à être seul, à Ouais. faire le tour de son appartement et tout ça. Et c'était pas bon signe, quoi. Et ça s'est confirmé. On a des jeunes qui ont été vraiment en détresse. On a, embauché une dame remarquable qui s'appelle Michèle Dreyfitoussi, qui est coach en entreprise. Ouais. Et Michèle, elle est venue, travailler avec ces jeunes, qui tu es, quelles sont tes forces, quels sont tes axes de progression, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes croyances, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, et cetera. Elle a remis en marche la machine de la confiance en soi, elle a remis en marche la machine de un peu la réussite. C'est quoi réussir pour toi? Quels objectifs tu te fixes, et cetera. Elle a pris toutes les classes en charge. Et elle a remis les jeunes dans cette dynamique de: «Allez, si tu veux qu'on arrive à atteindre tes objectifs, il faut que tu te lèves le matin, que tu sortes de chez toi, que tu viennes à l'école, que tu viennes en Mmh. cours et tout ça». Mais ils en sont sortis. Ah, il y en a beaucoup, beaucoup qui, il y en a même qui encore font des petites déprimes ou ont le sentiment, qu'on leur a volé 2 années de leur vie. Ouais. Enfin, c'est dur quand même pour eux. J'avoue, nous, on nous a volé. Enfin, moi, on m'a pris 2 ans de ma vie, mais j'avais presque 50 ans. Enfin, c'est pas que ça compte moins, mais oui, ça compte. Mais eux, ils sont dans une période où, ils vivent tellement de choses, tout va à 1000 à l'heure, que c'est difficile, ouais. Et ça, vraiment, Michel a travaillé beaucoup avec la directrice d'études, qui s'appelle, Véronique Rousselin, qui est quelqu'un pour qui j'ai un respect infini.
et elles ont monté une mécanique, remarquable, implacable, qui remettait les jeunes dans la bonne direction et qui les remettait en marche, quoi. Ouais, c'était top, vraiment. Ouais, c'était bien. Comment tu prends soin de toi aujourd'hui? Ah, je sais pas, qu'est-ce que bon, d'abord, je suis guérie, donc j'ai bien dû prendre soin de moi un peu, hein, Mmh. donc voilà, donc je non, j'ai accepté d'être, couchée sans bouger, de faire rien. J'ai accepté, non, c'était une période d'acceptation et aujourd'hui, si, je prends le temps, en fait, le soir, j'ai envie de nager, je nage, je voilà. Et puis, j'ai perdu du poids, mais ça, c'est bête, mais ça fait partie, j'y arrivais pas depuis des années, j'ai réussi, donc ça fait partie des choses que j'avais envie d'enclencher. Je pense qu'après, quand on est mieux dans sa tête, ça vient assez naturellement. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, le temps de pas culpabiliser parce qu'on s'assoit, et qu'on prend 1 heure boire un café avec une copine parce que c'est juste, génial et que Mmh. ouais, pas de culpabilité, quoi. Avant, je l'aurais jamais fait. J'ai une, je sais pas comment, ma meilleure amie, ma BFF là, comme les gens disent, qui avant, des fois, elle m'engueulait copieusement, elle avait hyper raison. Quand elle venait déjeuner avec moi et que je travaillais, j'aurais pu honnêtement, enfin, au poste où j'étais, j'aurais pu prendre 3 heures pour aller manger avec elle et tout. Et en fait, je n'y arrivais pas, j'étais dans une culpabilité folle et donc je lui disais des fois: «Non, non, 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 mange, mais vite, vite, tu me raccompagnes et tout» et elle me disait: «Mais on n'a jamais le temps». Mais elle me dit: «Mais quand déjà j'arrive et que tu me dis: "J'ai 1 heure devant moi", ben, en fait, elle me dit: ça m'agace, quoi, tu ne me consacres pas de temps et tout». Elle avait hyper raison et je n'ai même pas vu que ça venait la blesser elle, parce qu'en fait, je lui accordais pas du temps à elle, enfin Mmh. et c'est quelqu'un qui mérite qu'on lui qu'on lui donne beaucoup de temps, et maintenant, «Bon allez, on part 2 jours à Paris». «Allez d'accord», on rentre de Paris, on a passé du temps ensemble et tout et j'adore, enfin, parce qu'elle m'apporte beaucoup et j'espère que je lui apporte un peu et ça, ce temps-là, il est hyper précieux, quoi. Mmh. Il est ultra précieux et toutes ces personnes que j'ai négligées et que j'aime profondément, je me dis: «Ah ouais, j'ai trop envie de passer du temps avec eux». Mais c'est un peu égoïste, hein, c'est pour moi, en fait, hein, parce que j'adore être avec eux et voilà et puis, j'ai envie de m'excuser un peu parce que, ouais, j'étais très égoïste. Je pensais qu'au boulot. Enfin, c'était vraiment, ça tout tournait autour de ça, en fait, hein. Je Mmh. pense que les gens ne mesurent pas, hein, mais c'était fou, quoi. Enfin, c'est presque fou. J'ai adoré ça, ouais. J'ai vraiment adoré ça. C'est dingue, hein, c'est incroyable et alors que quand j'ai racheté cette école, j'étais prof, j'adorais mon boulot, mais j'y mettais pas autant d'intensité. Ouais. J'ai jamais cru que j'étais capable de donner autant, jamais. On me l'aurait dit, mais j'aurais jamais cru. J'aurais dit: «Mais enfin, vous êtes fous». Non, 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 je pense que ça vient insidieusement et il faut vraiment être vigilant, quoi. Ouais, il faut faire attention. Mmh. Mais j'ai aimé ça. Indéniablement. J'ai adoré ça, ouais, voilà. Mais j'adore ma vie maintenant, hein. Je me plains pas une minute, hein. Je trouve que j'ai une chance hallucinante et au moment de rendre des comptes, peut-être au moment de partir, hein, je me dirais: «Bah, ouais, j'ai mis plein de trucs dans cette vie, quoi, mais Mmh. des trucs un peu essentiels, quoi, voilà. Même si le travail l'est, hein. Ouais. Je reste assez convaincue que le travail l'est parce qu'il permet d'être, content de soi, d'être un peu fier de soi. Il permet de, D'impacter aussi quand ouais, même. de montrer ce dont on est capable. Il permet de faire sa part. Moi, je dis toujours, je crois que j'ai essayé de faire ma part. Chacun doit faire sa part dans ce monde. Il faut faire sa part du travail. On ne peut pas juste dire: «Oui, le gouvernement, oui, l'État, oui, les autres, oui». Non, non, toi aussi tu peux faire ta part. Où que tu sois, quoi que tu fasses, qui que tu sois, fais ta part, même petitement, quoi. Hem et c'est pas de grandes choses. Moi, j'ai rien fait de dingue, mais sa part, juste faire sa part. Si chacun pense un peu comme ça, bon, peut-être ça le mieux vivre ensemble se passera mieux, on laissera à nos enfants une planète un peu moins détruite. Bon, ouais, des petites choses, mais oui, je pense qu'on peut tous faire notre part, ouais. Ouais, Mmh. ouais. Voilà, On arrive, à la fin de ce podcast. Merci beaucoup Aline, avec pour cette plaisir. conversation, qui a été, hyper intéressante, et merci pour,
ton authenticité et ton partage, très C'est gentil. spontané et vrai, que moi j'ai trouvé passionnant. Enfin, j'ai adoré t'écouter, Merci beaucoup, hein. pendant ce moment-là. J'ai quelques dernières petites questions. Bien sûr. Est-ce que tu peux me partager ta vision de la performance? Et évidemment, comme j'ai une culture du résultat, importante, la performance pour moi, il y a plusieurs choses. 1, elle doit durer. 2, elle doit être mesurable. 3, elle doit être en phase avec les valeurs portées par celui qui fixe les objectifs. C'est-à-dire que c'est la performance, c'est pas au détriment de tout, quoi. Mmh. Donc durée, quantifiable et valeur. Et c'est quoi toi tes valeurs? On réussit jamais seul, sans les autres, on n'est pas grand-chose. Et donc ça se fait toujours au minimum à 2 et après il y a pas de limite, hein. Et puis, j'espère la probité. J'ai adoré réussir, parce qu'on le faisait ensemble et parce qu'on était bons et jamais en écrabouillant les autres, quoi. Ça, Mmh. c'est pas possible. Et ce que je porte le plus haut, le plus fort et ce que j'ai toujours demandé à tout le monde, ça c'est une vraie exigence, c'était la loyauté. Alors il est un peu galvaudé ce mot, hein, il est un peu mais la loyauté c'est, dire la vérité même dure à un client, à un élève, à voilà. La loyauté, c'est traiter avec équité, le fournisseur, le client, le collaborateur, et c'est avoir un profond respect pour les gens, c'est ça être loyal. Et je disais souvent, aux gens, je crois qu'au combat, je serais capable de venir vous chercher sous les balles et de vous tirer en zone, Sûr. sécure. J'attends de vous que vous le fassiez pour chacun des membres de l'équipe. C'est-à-dire que, vraiment ça, c'est la loyauté, quoi. La loyauté quand tout va bien, c'est fastoche, hein. Mmh. La loyauté quand tout va mal, c'est plus C'est dur. là où tu la vois. Ouais, ouais, et j'ai eu à tester parfois des moments compliqués où je me disais: «Ouh là là, j'aurais pas cru». Mais cette loyauté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, hem, un collaborateur envers qui j'avais de la loyauté me demanderait quelque chose, je le ferais. Mmh. C'est-à-dire que la loyauté, elle s'arrête pas, quoi. Ouais. Elle continue à vie. C'est-à-dire jusqu'à ma mort, je pense qu'il y a des gens envers qui j'aurais de la loyauté. Et voilà, la loyauté, je trouve ça ultra important, quoi. C'est vraiment important. Il y a tellement dans ce monde de mensonges, de trahisons, de coups bas, au nom de la réussite individuelle, hein, que waouh. Et moi, j'aime bien quand on se fait des promesses et qu'on les tient, quoi. Mmh. Et c'est vrai qu'avec mes successeurs, enfin voilà, on s'est dit un certain nombre de choses avant de partir et j'ai tenu parole. Je suis loyale. Je ne viendrai jamais interférer, je ne les embête pas, je ne parle à personne ça. Et j'attends d'eux qu'ils tiennent parole et qu'ils soient, loyaux à ce qu'on s'était dit. Et je suis sûre que c'est comme ça, en fait, que ça marche et que le monde marche, quoi. Ça, c'est très, très, très important, ouais. Mmh. Ça, c'est vraiment important. Après, on peut avoir des tas de défauts et j'en ai 1000, hein, mais je crois que cette qualité-là, je enfin, en tout cas, j'essaye de la tenir, quoi. Ouais. Voilà. Oui, on sent qu'elle est ancrée, C'est très important parce que sinon on vit dans un monde de trahison. Ça, c'est pas terrible, quoi. Moi, j'ai pas besoin d'écrire un papier, si je dis quelque chose à quelqu'un. Si c'est dit, c'est dit. C'est dit, ce sera fait et je respecterai, vraiment, quoi. Ça, j'ai toujours fait et d'ailleurs, enfin et il y a beaucoup de collaborateurs qui me disaient: «Mais au moins avec vous, on sait où on en est. C'est oui, c'est non, mais on sait que ça tient, quoi», voilà. ouais. Et ça, c'est et si je disais «oui», c'était oui. Mmh. J'avais pas besoin d'écrire. Moi, je savais donc on allait au bout. Et cette loyauté vis-à-vis des gens, j'espère que j'espère que je l'ai jamais trahie. Alors peut-être il y a des gens qui diront: «Oh non, moi elle m'a» peut-être alors je m'en suis pas rendu compte, mais j'espère que je l'ai tenue, quoi, et je compte bien la tenir encore longtemps, ouais. Mmh. Ouais, ça j'y tiens particulièrement. Voilà. Qui c'est que tu aimerais entendre, derrière le micro de ce podcast? Oh là là, moi il y a des gens qui m'inspirent terriblement, il y a des réussites qui m'inspirent, terriblement. Des gens remarquables qui forcent le respect, alors localement, il y a des gens que j'aime. Bon, je parlais tout à l'heure d'une femme, c'est vrai que j'aime beaucoup, qui s'appelle Michel Dreyfus-Toussi là, qui a vraiment une aura particulière. Moi je trouve ça serait intéressant de l'interroger sur sa vision,
du monde du travail, de l'organisation du travail. Elle accompagne beaucoup de gens qui sont en souffrance. Moi, j'ai l'impression quand même que ce travail met beaucoup, beaucoup de monde en souffrance. Ouais. C'est un des maux de notre société. Donc, il y a Michel. Et puis après, il y a quelqu'un que je connais pas beaucoup, mais que j'aime beaucoup, qui œuvre beaucoup pour l'entrepreneuriat des jeunes. C'est Philippe Naoum. Je le suis, j'aime bien le regarder. Et puis, peut-être un dirigeant d'entreprise. Après, il y a un type, moi, alors on l'aime, on le déteste, on s'en fout, c'est pas la politique qui compte, hein, vraiment, je le dis, c'est pas la politique qui compte, mais c'est sa vision et sa manière de communiquer. Je trouve que c'est un super communicant. Alors, si un jour il vient chez toi, il faut m'appeler, je serai la première devant la porte à venir. Encore une fois, ça va crisper des gens, mais c'est pas du tout l'aspect politique. Je suis incapable de juger le fait politique. Est-ce qu'il avait raison ou tort dans les mesures qu'il a prises? J'en sais rien, je m'en fous. Mais quand je l'écoute parler, là, j'ai regardé son interview sur Légende, et j'ai trouvé ça dingue. C'est Nicolas Sarkozy. Ouais. Je trouve qu'il a une manière de s'exprimer. Le type est dingue, quoi. Alors, tu sais, je suis Le assez type est d'accord. fou. C'est un communicant hors pair. Et en plus, je trouve qu'il a une vision de la vie. Et je trouve que plus il vieillit, mieux, plus il s'améliore parce qu'il est très critique vis-à-vis de lui et tout. Et je l'écoutais l'autre fois et il disait, par exemple, avec qui vous aimeriez dîner ou je sais pas. Et il disait, ah mais moi j'ai pas besoin d'une grande tablée. Il y a un type. Il dit, j'aimerais dîner avec Jésus parce qu'il dit, soit ce qu'il raconte est faux, et c'est le plus grand imposteur du monde. Il faut que je comprenne comment. Soit ce qu'il dit est vrai et il dit, c'est quand même un type qui est arrivé maintenant il y a plus de 2000 ans et on parle encore de lui aujourd'hui. Alors il dit, moi, je trouve ça incroyable. Voilà, c'est quelqu'un pour qui j'ai une admiration sans borne, mais sur sa capacité à convaincre, à communiquer et tout. Le type est fou, quoi. Enfin, c'est incroyable quand on écoute. Voilà, bon, ça, c'est... Voilà. Écoute, c'est rigolo parce que moi, effectivement, j'ai entendu plusieurs de ses interviews et j'ai entendu parler de lui dans des interviews aussi, mais d'une manière qui m'a donné aussi envie. Oui. Et il y a quelques semaines, j'ai cherché. S'il vient jusqu'à Castelnau, je viens. Ouais, mais j'ai pas trouvé de contact. Je me suis fait une petite liste en me disant, avant de mourir, j'aimerais dîner ou rencontrer des gens. Et il est dans ma liste, tu vois. Alors, si tu peux m'aider, il est dans ma liste. Et il paraît qu'on est à 5 personnes de tous ceux qu'on veut rencontrer. Bon, je me suis dit pour voir. Voilà. Donc, il y a quelques gens avec qui j'aimerais vraiment échanger pour apprendre. Il fait partie de ces gens-là. Je suis vraiment, je trouve remarquable, quoi. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur LinkedIn, ou, alors Facebook, Instagram, tout ça. J'y suis quand même, bon, même si je suis pas super active, mais alors sur LinkedIn, je suis plus du tout active parce que c'est vraiment le réseau pro. J'ai pas du tout envie de polluer les fils d'actualité de tout le monde avec rien. Mais je suis sur LinkedIn, Aline Destaillard. De toute façon, alors je vais pas lever les foules, hein, voilà. Mais pour autant, s'il y a des jeunes qui ou des jeunes ou des pas jeunes, hein, enfin, je sais pas pourquoi j'ai mis une restriction d'âge. Je sais pas, envie de parler projet d'entreprise ou je les aiderais bien volontiers, quoi. Voilà. Je sais pas faire beaucoup de trucs, mais ça, sentir un marché, aligner des chiffres, construire des budgets, tout ça, c'est un truc que je sais faire. Et alors je dis pas qu'ils réussiront, hein, mais je peux peut-être un petit peu les aider comme ça pour rien, voilà, en passant. Voilà, j'ai pas d'autre expertise, quoi. Donc c'est avec plaisir, vraiment. Voilà. Bah, écoute, le message est passé, merci beaucoup. Merci infiniment, c'était un bon moment. Ouais, bah pour moi aussi, sincèrement. Tant mieux, c'est chouette. Je te dis à bientôt, Aline, merci beaucoup. Vite. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Au-delà des performances. J'espère que cette conversation vous a inspiré et donné des clés pour intégrer davantage de bien-être dans votre quotidien. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, cela m'aide beaucoup à faire grandir le projet. Pour continuer la discussion ou en savoir plus sur mes accompagnements, retrouvez-moi sur Instagram à inspiration.naturo ou sur LinkedIn à Carole Messonnier. J'y partage régulièrement des conseils et des inspirations autour du bien-être et de la performance. Encore merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, à bientôt.